Je crois que tous les intervenants nous rejoignent. Effectivement, pour la table ronde, sur la thématique des territoires, parcours de santé, enjeux de la santé orale. Alors, je laisserai bien sûr la parole à chacun, c'est le principe de la table ronde. Ils pourront se présenter et dire en quoi, justement, leur action rejoint cette thématique. Donc, je suis avec Madame Lucie Marchand, Monsieur Alain Ngouma, le docteur Mathieu Hutas et le docteur Christine Constance. Donc, pour préparer cette table ronde, si vous voulez, j'ai posé 3 questions sans que ce soit forcément un cadre rigide aux intervenants. C'est-à-dire que la première question était plus axée, parce que ça me tient à cœur et je pense que c'est important, sur l'intégration de la prévention dans les parcours de santé orale au sein des territoires. Une deuxième question était plus autour de ce qui fait défaut et des points forts de la mise en œuvre des parcours de santé orale dans les territoires. Et puis enfin, une troisième question sur des moyens d'améliorer ces parcours de santé. Voilà. Après, il y a différents arguments qui vont être évoqués, des retours d'expérience. Donc je pense que ça va être très intéressant, j'en suis persuadé. Et alors, il n'y a pas d'ordre défini, je vais suivre le programme et laisser la parole au docteur Christine Constance. Bonjour à tous, je me présente donc Christine Constance, je suis chirurgien dentiste libérale depuis 32 ans, membre du Conseil de l'Ordre depuis 2006, donc d'abord au Conseil régional de l'Ordre d'Alsace, ensuite Conseil départemental de l'Ordre du Bas-Rhin, et depuis un an, enfin pas tout à fait, depuis 2021, maintenant je suis membre du Conseil national de l'Ordre. Je réponds aujourd'hui à l'invitation d'Anne-Marie Musset, que je remercie beaucoup, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette journée. J'interviens à titre personnel, pas en tant que membre du Conseil national de l'Ordre, mais quand même sur mon expérience, on va dire, de terrain, de relations avec les praticiens en exercice. Et aussi, j'interviens sur mon travail en commun avec des confrères, des organismes, des institutions sur ces questions. Voilà. Alors, oui, donc pour continuer, j'ai appris beaucoup. Je trouve qu'on a appris énormément de choses ce matin. Enfin, c'est impressionnant. Pour faire court, je pense qu'on peut partager un constat, c'est-à-dire on est à peu près tous du même point de vue sur les problématiques. Elles sont clairement identifiées de la même façon. On a la même vision des choses. Ce que je note, c'est qu'il y a besoin de réaliser un grand travail de pédagogie. C'est ce que je constate, c'est-à-dire de vraiment informer, de fournir une information sur les actions et les outils qui existent et qui sont en place, qui sont nombreux, qui sont efficaces, mais qui sont peut-être insuffisamment connus de la part de tous les acteurs en santé publique que sont les praticiens en exercice aussi. Bon, effectivement, ça fait partie du rôle de Conseil de l'Ordre de sensibiliser les praticiens à leur rôle d'acteurs de santé publique dans leur exercice en libéral, isolé parfois. C'est plus difficile à visualiser. On doit également beaucoup communiquer sur les actions, je trouve, envers les autres professionnels de santé, les médecins, etc. Je trouve qu'ils nous connaissent peu ou mal ou insuffisamment et qu'ils ne parlent pas suffisamment de la santé orale à leurs patients quand ils les voient. C'est dommage. Donc, effectivement, il y a un besoin de travailler en transversalité parce que la problématique d'une bonne santé orale, elle concerne tous les âges de la vie et toutes les personnes qu'on est amené à soigner ou à suivre. Pas uniquement les publics qui ont besoin de soins spécifiques ou qui ont des pathologies spécifiques, mais également ceux-là. Et a fortiori pour cela, il faut travailler effectivement en bonne coordination avec les autres professionnels de santé. Donc ça, c'est vraiment là aussi, il faut beaucoup de pédagogie. Il faut aussi de la pédagogie envers les pouvoirs publics parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en place, qui sont efficaces, qui se sont heurtées à des grandes difficultés, à une grande inertie, des rouages parfois un peu
mais qui néanmoins sont en place et fonctionnent. Et les faire remonter, en faire une sorte, j'ai envie de dire, de pépinière d'expérience, proposer ces schémas-là pour qu'ils soient généralisés, après avoir été expérimenté de manière pilote dans les régions. Moi, je trouve que ça, c'est important. C'est aussi un travail à faire par la suite. C'est pour ça que je parle de pédagogie envers les pouvoirs publics, mais il faut encore une énergie supplémentaire. Voilà. C'est à peu près ce que j'avais à dire pour le moment. Merci beaucoup, docteur Constance. Évidemment, au fil des interventions des uns et des autres, alors pour la salle, je sais que ce sera à la fin de la table ronde, mais si les intervenants veulent réagir à ce qui vient d'être dit, bien sûr, n'hésitez pas à prendre la parole. Nous allons continuer avec le docteur Mathieu Hutas. Alors bonjour à tous, donc je suis le docteur Hutas, donc je suis président de l'URPS Charente-Dentiste Grand Est. Pardon ? Ah, je crois qu'il y avait... donc je suis l'URPS est en fait comme Thomas Mercier en a parlé tout à l'heure, un petit peu l'interlocuteur de l'ARS, donc pour les libéraux, et donc on a l'habitude de travailler ensemble. Moi je vais aller un petit peu directement sur les sujets, hein. Moi je crois que déjà comme le disait Marie Bézère tout à l'heure, les libéraux restent quand même les premiers acteurs de la santé publique, de la santé orale en règle générale, puisqu'on travaille tous les jours au contact des patients, que sans libéraux, y a rien qui va se passer, et qu'aujourd'hui on est face à une grande problématique, c'est la problématique démographique. En effet, aujourd'hui chacun sait que on a des difficultés d'accès aux soins, et cette situation, elle est en grande partie due déjà à des erreurs de politique de santé générale, et politique de santé notamment. On se retrouve donc aujourd'hui dans une situation où les patients ont des difficultés donc à trouver des praticiens suite à ces erreurs de politique. Si on ne parvient pas à régler ces problèmes démographiques, évidemment ces problèmes vont se poursuivre. Pour ça, nous, en tout cas en Grand Est, on est en train d'essayer de faire une cartographie de la situation, parce qu'aujourd'hui les cartes de démographie datent de 2013, donc c'est quand même difficile d'avoir une situation précise de la situation réelle. Et donc on aura ces résultats d'ici 6 mois environ. L'autre problématique qui se présente, c'est que de par les conventions signées ces dernières années, on se retrouve aussi aujourd'hui avec un choix qui est fait parfois par les praticiens de se spécialiser sur certains actes. On voit aujourd'hui de plus en plus de praticiens qui ne font plus que de l'implanto, qui ne font plus que de l'ortho, simplement parce que les soins conservateurs, les soins de base, sont aujourd'hui totalement dévalorisés, et qu'un cabinet ne peut pas vivre simplement de ses actes. Et ça, c'est là aussi une problématique à mon sens importante. Dernière chose, et là on va reparler un petit peu de prévention. On voit d'un très bon œil l'avancée des travaux sur les assistantes de niveau 2. Et ça, on le voit pas, je dirais, simplement dans une optique où l'assistante ferait les détartrages et les basses tâches, si je puis dire, de la profession, mais simplement qu'elle puisse s'inscrire dans un vrai programme de prévention. Et quand je dis un vrai programme de prévention, je considère que la prévention telle qu'elle est faite aujourd'hui avec le BBD par exemple, c'est pas une prévention qui est efficace. Il faut vraiment un parcours individualisé
Et ça, c'était un programme qui avait été notamment mené par la FSDL lors des dernières négociations conventionnelles. Vraiment un parcours donc, qui tienne compte des besoins spécifiques de chaque patient. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais là aussi à dire. On pourra développer les autres points par la suite. Merci beaucoup. On va continuer toujours dans l'ordre du programme avec Monsieur Alain Ngouma. Bon, c'est bon, vous m'entendez bien. Bon, merci à tous déjà pour l'invitation, parce que c'est un grand honneur pour moi. Alors moi, je suis le nouveau président de SOS, Santé Orale Soins Spécifiques. Alors c'est une association qui a été créée en 2011 par des chirurgiens dentistes, par des associations d'usagers pour les soins spécifiques et par les associations gestionnaires et les autres, comment dirais-je, les autres institutionnels comme l'ARS, les ERPS, etc., qui peuvent aider dans ces conditions. Alors, je ne suis pas un grand habitué de ce type de réunion et je n'ai pas l'habitude, en fait, de parler comme ça en public, mais je voulais vous dire, parce que maintenant que je représente les associations d'usagers, surtout, je suis assez heureux de voir aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis dans le monde bucco-dentaire et associatif, et je suis assez heureux de voir aujourd'hui que la majorité des acteurs sont représentés. Quand je veux parler des acteurs, je veux parler des chirurgiens dentistes, donc des libéraux en partie, parce que c'est vrai que vous êtes en majorité. Je parle aussi des facultés, donc parce que tous les universitaires, comme on aime bien les appeler, sont quand même ceux qui forment tous nos futurs praticiens et qui donnent, comme le dirait tout à l'heure monsieur, du sens à ce métier. Parce que contrairement à beaucoup de métiers du soin, le chirurgien dentiste est souvent un peu à l'écart. Et ça s'est vraiment beaucoup vu et ressenti lors du Covid. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous les chirurgiens dentistes de fermer leur cabinet, surtout en libéraux, alors que tous les autres praticiens pouvaient travailler. Il y a que les universitaires, finalement, les hôpitaux qui sont restés ouverts et certains centres municipaux, heureusement, qui ont pu continuer. Et ça, quelque part, j'ai eu beaucoup de libéraux qui sont venus vers moi en me disant « mais c'était totalement injuste qu'on ne me permette pas de soigner mes patients ». Et voilà, donc ça, le sens du métier est important. Et là, moi, je suis dans le cadre spécifique, donc des personnes en situation de handicap et voilà, personnes âgées ou personnes précaires, en grande précarité. Et le rôle, justement, de SOS, c'est d'arriver à faire un lien entre les différents réseaux existants en France, entre les différentes associations, entre les différents acteurs, parfois très locaux, que l'on a sur certaines régions, qui ont de l'offre de soins, qui mettent en lien les différents chirurgiens dentistes qui peuvent soutenir les personnes en situation de handicap. Et on a toujours besoin des acteurs institutionnels, que ce soit l'ARS ou que ce soit la caisse d'assurance maladie, pour justement nous permettre d'être dans le concret de tous les jours. Ça veut dire que lorsque l'on prend en charge une personne en situation de handicap aujourd'hui, on sait que ça peut prendre plus de temps, et grâce à la dernière convention, par exemple, qui a été mise en place par la CNAM, il y a une revalorisation des soins, et ça c'est assez récent. Ça veut dire que depuis très peu de temps, on a une revalorisation des soins grâce à une nouvelle codification qui permet à un chirurgien dentiste d'avoir une revalorisation de ses actes. Et si je vous parle de ce cas précis, c'est parce que pour nous, lorsque on est dans un réseau de soins et qu'on reçoit un appel d'une personne en situation de handicap ou de sa famille, souvent ils nous appellent parce qu'on leur a dit j'ai essayé avec Google, j'ai tapé chirurgien dentiste, bonjour, est-ce que vous pouvez recevoir mon fils qui est autiste? Et souvent on leur a dit ah non, c'est pas possible. C'est la réponse à 80%. Donc c'est dommage que monsieur Jacob soit pas là parce qu'il avait tous les chiffres avec en diffraction de ce genre de remarques, mais pour 80% des personnes qui viennent vers nous, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de bonne réponse d'un chirurgien dentiste, tout simplement. Et alors, face à ça, c'est pas pour mettre en accusation qui que ce soit, parce que c'est pas le but. En fait, quand je dis que vous êtes tous autour de la table, justement, c'est parce que chacun à votre échelle, vous essayez de faire quelque chose. Mais c'est tellement isolé que c'est parfois avec beaucoup de difficultés. Et c'est surtout, moi, j'ai souvent peur de voir les personnes qui font partie de nos réseaux s'épuiser.
s'épuiser parce que ce sont les seuls et parce qu'ils se sentent surchargés. Donc, voilà, là je vous ai pris l'exemple financier. Une fois qu'on lève l'exemple financier, qu'on leur dit maintenant vous avez le droit à une revalorisation, plus 100 € par chacun pour un acte, etc. Est-ce que vous avez encore des refus? Eh bien oui, ils ont encore des refus. Pourquoi? Parce qu'après ils vont me dire ah oui, mais en fait, d'accord, maintenant je perds plus trop d'argent, mais par contre je suis pas formé, je ne sais pas faire. Alors, je ne suis pas formé, je ne sais pas faire. C'est une réponse qui s'entend. Moi, je peux l'entendre. Je ne suis pas chirurgien-dentiste déjà. Et je me dis, oui, c'est vrai, quand je vais dans un cabinet, c'est pas évident pour une personne seule en cabinet de recevoir une personne autiste ou avec des troubles spectre autistique, ou parce que mon cabinet n'est pas aménagé. Alors, je suis parisien, donc il faut savoir que les cabinets, ils sont au premier étage avec des ascenseurs, sans ascenseur, avec les escaliers et tout. Donc, c'est vrai que l'aménagement, l'accès aux soins aussi est un problème. Donc, tous ces exemples du concret ont parfois des réponses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cabinets ont pour obligation d'être aux normes lorsqu'ils s'installent pour l'accès aux soins. Donc c'est une très bonne chose. Par contre, concrètement, quand on est dans un immeuble haussmannien et qu'on demande à avoir du coup un local au rez-de-chaussée, c'est pas possible. Voilà, et c'est pas pour autant qu'il faut fermer son activité. Mais c'est pour ça, donc vous en parliez tout à l'heure, l'importance des réseaux, des réseaux de soins. C'est pour ça que il est important sur chaque région, et c'est une revendication principale de SOS, après je vous inviterai à aller sur le site de SOS pour revoir toutes nos revendications. Une revendication importante de SOS, c'est justement le lien que l'on fera entre tous les professionnels, que ce soit aussi bien universitaires, de centres de santé ou les libéraux, pour pouvoir orienter les patients à avoir le bon soin par la bonne personne. Et ça, c'est le travail le plus compliqué, mais ça demande un investissement. C'est pas donné à tout le monde. Ça demande aussi du courage de tous nos praticiens de dire coucou, oui, c'est vrai que je prends en charge des personnes en situation de handicap. Je n'ai pas peur de le dire parce que sinon, je vais être submergé de travail. Ça veut dire que de toute façon, vous avez parlé de démographie et ça, on le sait tous. Il n'y aura pas assez de chirurgiens-dentistes. Clairement, il n'y a pas assez de chirurgiens-dentistes. On est en très grand manque et pour très longtemps, là. Voilà. Et cette réponse, je la comprends, mais quand on a mal aux dents, c'est pas entendable. Quand une personne se retrouve avec son fils qui se tape la tête, ou les équipes soignantes dans les femmes, les masses et tous les autres SMS qui prennent en charge tous ces patients, ils vont pas se dire « Ah ouais, mais en fait, vous n'avez pas assez de dentistes ». Qu'est-ce que l'on propose aujourd'hui ? Et donnez-moi au moins une idée de ce que l'on peut faire. Parce que déjà, quand on est dans un accompagnement, on avance. Ça veut dire qu'on va vous dire, OK, on peut vous accompagner, on va peut-être pas vous trouver une solution de soin tout de suite. Par contre, on va travailler sur la prévention et la formation des équipes. Mais les trois vont ensemble. C'est-à-dire que je vais vous parler du cas Rapsodif. Rapsodif, c'est l'Île-de-France. On organise de la prévention. De la prévention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire des dépistages dans les ESMS, par exemple. On va former le personnel des soignants de ces ESMS, les éducateurs, les infirmières, les aides-soignantes. Et derrière, on va leur proposer une solution de soins. C'est-à-dire que lorsque le dépistage est fait, on passe dans un ESMS. En général, on a 30% des personnes qui doivent être vues en urgence. Quand je parle en urgence, c'est dans le mois. Et bien derrière, j'ai formé les équipes, tout ça, elles sont contentes, elles ont brossé les dents, mais maintenant, elles ont besoin que la personne soit soignée. Et si là, on n'a pas de solution de soins, toute notre activité de prévention et de formation va tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que le patient va être 2 fois plus déçu parce qu'il s'est dit on m'a dépisté, c'est sympa. Le soignant qui a été formé et qui a pris la peine d'essayer d'ouvrir la bouche tous les jours, tous les matins, pendant la toilette, etc., a pris la peine et finalement, quand il faut orienter, il n'y a personne. Donc tout ça, c'est un ensemble qui doit être coordonné. Et coordonné avec vous tous, ça c'est une certitude. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'interpelle beaucoup sur chaque territoire l'URPS, parce que je suis partenaire de l'URPS, je suis financé à la fois par l'ARS et par l'URPS. C'est pour vous dire que vraiment les deux ont pris en main les choses, parce qu'il n'y a que avec tous les acteurs qu'on va y arriver. Et je ne suis pas d'accord non plus pour dire que la santé publique, parce qu'on est quand même dans quelque chose de santé publique, c'est l'affaire de l'hôpital. Parce que c'est souvent ce que j'entends quand j'arrive chez certains libéraux, je veux dire ça comme ça, qui me disent « Ah ouais, non, mais ça, non, on fait pas, on envoie à l'hôpital. »
il n'y a pas assez de solutions de soins. Et ça, tout le monde le sait. Donc, ça ne sert pas. Et par contre, je ne suis pas d'accord non plus pour dire « Ah oui, mais alors les libéraux, ils ne font pas leur travail ». Ce n'est pas vrai. Dans le réseau Rhapsodif, c'est 90% de libéraux qui sont nos chirurgiens dentistes partenaires. Et comme je vous dis, le truc, c'est de ne pas les épuiser. C'est d'arriver à orienter au bon moment la personne vers l'hôpital, vraiment, si mon plateau technique ne me permet plus de prendre en charge cette personne. Bon, voilà, je fais une petite présentation rapidement. Je vais laisser les autres aussi parler. Merci beaucoup pour cette intervention. Et avant deux, trois petites questions qui se développent, mais je les poserai à la fin parce qu'elles concernent finalement tout le monde. Je vais laisser la parole à Madame Lucie Marchand. Je vous remercie beaucoup de votre invitation pour cette journée de santé publique. Je suis diplômée de l'Université de médecine, faculté de stomatologie et odontologie de Lviv en Ukraine. Après 8 ans d'expérience hospitalière et libérale, je suis arrivée en 1996 en France. Mon diplôme ukrainien étant diplôme hors Union européenne, je n'ai pas trouvé la possibilité d'exercer la chirurgie dentaire en France. Mais j'ai trouvé à utiliser mes compétences au centre Léouad, à Metz, dans le cadre de prévention et accès aux soins bucco-dentaires pour les publics en grande précarité. Donc, je travaille au centre Xapa Caru de Metz depuis 2000, en qualité d'éducatrice spécialisée, et je suis coordinatrice d'action bucco-dentaire. Donc, depuis 2000, je fais de la prévention et accompagnement aux soins dentaires une priorité dans la prise en charge des publics précaires addicts. Et mon action, je pense qu'elle est unique en France. Il démontre que ce type de prise en charge permet d'obtenir les vrais résultats chez ces publics. Donc, je suis membre d'associations de santé publique bucco-dentaire depuis un certain temps. J'ai participé aux travaux au groupe de travail des chirurgiens dentistes dans le cadre des 1000 DK, dans les travaux des fédérations d'addiction, dans les projets des Grands Est FAST pour les prises en charge des fumeurs. J'ai intervenu au colloque de l'année dernière des RESPAD. Et en 2019, docteur Céline Clément m'a envoyé 2 étudiantes pour un stage dans notre établissement. Donc, je voudrais présenter brièvement l'association où je travaille. C'est MSEA, Comité mosellan des sauvegardes de l'enfance, adolescence et des adultes. C'est une association qui regroupe 1200 salariés et qui est répartie sur 4 pôles: handicap, protection de l'enfance, inclusion sociale, prévention spécialisée. Centre des WADS où je travaille regroupe un XAPA, centre des soins en accompagnement et prévention en addictologie, et un CARUD, centre d'accueil, d'accompagnement et réduction des risques des usagers des drogues. Leur mission est les soins, réduction des risques sanitaires et sociaux, la prévention des dommages liés aux conduites addictives et promotion de la santé. Donc, file active, pour l'année dernière, c'était 1500 patients pour les XAPA et 800 pour les CARUD. Donc, je ne sais pas si je dois présenter tout de suite mon action, qui sera peut-être un peu plus longue, présentation, ou je vais le faire après. Allez-y, et puis on posera la question à la fin. Vous êtes dans les temps largement. Voilà, donc quand j'ai commencé à travailler au centre des soins pour les toxicomanes, j'ai fait un constat que les publics toxicomanes marginalisés ou publics ont des problèmes multiples. Ils ont manque d'hygiène corporelle, mauvaise haleine, difficulté d'élocution. Ils ont surtout une constante des graves problèmes dentaires. Ils ont une image très négative d'eux-mêmes et perdu toute estime de soi. Ces personnes cachent leurs dents cassées avec leurs mains, leurs casquettes. Ils ne sourient pas pour ne pas montrer leur bouche édentée. Ils se plaignent des insomnies, ils demandent souvent des antalgiques à cause de leurs problèmes dentaires. Donc, un accueilli m'a dit « J'ai souvent des abcès, j'ai peur d'aller chez les dentistes, j'ai mal. Je préfère percer mon abcès avec une aiguille pour faire sortir les pus. Et ce n'est pas rare qu'ils s'arrachent eux-mêmes les dents. »
Ils vivent en décalage complet avec leur environnement. Ils développent les rapports très particuliers avec les autres, avec l'espace et les temps, ou avec leur corps. Ils sont coupés du monde, d'où la difficulté de fixer rendez-vous avec ses patients. Indépendamment des moments de parcours de ces patients, l'état dentaire restera le seul stigmate pour une personne avec la passée dans la toxicomanie. Même pour ceux qui ont réussi à préserver leur santé des infections comme hépatite virale et VIH, SIDA. Donc, et également leur capital veineux. Donc, une personne m'a dit qu'elle ne peut plus voir son image dans le miroir. Elle ne consomme plus aucun produit, mais le fait de voir sa bouche édentée lui rappelle de ses années de dépendance d'héroïne à l'alcool. Elle m'a dit, maintenant, je suis marquée au niveau des visages et des dents. Je sais que je dois payer toutes mes conneries. Je ne peux pas aller chez le dentiste, c'est psychologique. Je ne peux pas franchir la porte de son cabinet. J'ai honte, je sais qu'il va voir sur l'état de ma bouche édentée qui j'étais avant. Donc, inverser les processus de marginalisation n'est pas facile. Il faut créer les liens, établir une relation de confiance. Il faut rentrer en contact, rester disponible, écouter, prendre en charge et soutenir. Et la prise en compte de leur santé dentaire fait partie de la prise en charge globale. Cela peut aller jusqu'à, des fois, à garder les chiens pendant la consultation avec les chirurgiens dentistes. Donc, j'ai mis en place une action de prévention et accompagnement, prévention et accès aux soins bucco-dentaires des publics en grande précarité au XAPA CARUD. Elle a pour objectif repérage précoce des problèmes de santé bucco-dentaire, des personnes en grande précarité et favoriser l'accès aux soins bucco-dentaires, accompagnement éducatif et un espace de soins adaptés. Donc, je vais vous parler un petit peu d'historique, bon, je vais faire brièvement. Pourquoi ces projets depuis 20 ans ? Historiquement, dans les années 90, une chirurgienne dentiste a reçu les patients accueillis au centre dans le cadre des cabinets des médecins du monde. À la fermeture de ces cabinets des médecins du monde, elle a reçu quelques patients dans son cabinet, mais elle a remarqué que les patients ont été simplement adressés aux praticiens sans accompagnement éducatif. Donc, une fois l'urgence traitée, il ne poursuivait plus les soins. De plus, cohabitation des toxicomanes avec les autres patients n'était pas facile à gérer. En 2000, j'ai rejoint l'équipe des centres des soins et je suis devenue porteuse d'un projet pour XAPA CARUD. En 2005, une action fédérée avec les cliniques dentaires des CPM d'Emest et les CSST, Centres de toxicomanie Léoise, a été construite. Donc, GRSP, Groupement régional de santé publique, a accordé les financements. Ces programmes d'accompagnement et de prévention vers les soins dentaires et reconduit d'année en année. Donc, la chirurgienne dentiste qui a travaillé chez les médecins du monde, a été embauché par notre centre en CDD des 3 heures par semaine pour soigner les toxicomanes précaires. Elle a fait les soins au début à la clinique dentaire. En 2008, la CPM de Metz avait une réorganisation et notre centre des soins a repris les projets à son compte. De 2009 jusqu'à sa retraite en 2017, c'est chirurgien dentiste, toujours la même, a réservé les après-midi pour les consultations au public addict suivies par moi au centre. Depuis 2017, on travaille avec un autre chirurgien dentiste libéral et les projets sont financés par les ARS des Grands Est. Donc, je ne sais pas si je continue. Oui, j'ai encore 2-3 minutes. Oui, c'est un peu vaste. Je fais un exposé un peu long. Donc, ils vont me pardonner.
Donc, les publics qui fréquentent Centre CARUD, Centre de réduction des risques, sont en grande précarité, souvent SDF, sans travail ou avec les contrats précaires. Ils ont des problèmes psychiatriques associés, les problèmes d'hygiène, de couverture sociale, problèmes somatiques et porteuses des hépatites virales. Les majorités sont pharmacodépendants, en délabrement dentaire avancé. Donc, étude qui a été faite en CHU de Nice, qui nous a été présentée lors d'un congrès des UFSBD, c'était il y a une dizaine d'années, a montré, la seule étude que je connais, donc les études des facs d'odontologie des CHU de Nice, montrent que consommateurs, l'injecteur d'héroïne ont en moyenne 10 dents absents, 10 dents carriées, donc 6 à extraire, et ont besoin de 2 prothèses amovibles. Cette détérioration physique et esthétique est due à leur mode de vie précaire, produits utilisés, mauvaise et inexistante, hygiène bucco-dentaire, alimentation déséquilibrée, riche en sucre. Donc moi, je peux vous dire que les patients, je vois en observant les patients du centre, ils sont, ça peut être choquant, mais aux alentours des trentaines d'années, ils ont pratiquement plus de dents. Et donc voilà, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a 30 ans, il a besoin déjà de prothèses. Donc, je pourrais vous parler un petit peu des pathologies dentaires, mais je vais m'arrêter peut-être à vous dire que qu'est-ce qu'on observe, ces publics, ils souffrent des caries à progression rapide. Et là, on voit tout ça vraiment sur nos patients, d'où l'importance de faire les préventions le plus précocement possible, ce que j'ai fait. Donc, dès que je vois quelqu'un qui commence à être dans la consommation récente, peu importe la substance, je ne vais pas citer toutes les substances ici, et donc aux alentours des 18 ans, parce que les centres accueillent des publics majeurs. Donc, je commence à faire cette prévention et ça donne des résultats. Parce que après, c'est des caries à progression rapide, ça veut dire ils touchent la collée des dents et après, ça devient une carie circulaire. Et je ne vous fais pas les dessins. Et après, la dent se casse. Et voilà, comme je vous disais, à l'entour des trentaines d'années, ils ont plus de dents. Donc voilà, ils ont toutes les applications des substances psychoactives et cocaïne sur l'émail et provoquent les abrasions cervicales. Les cannabis et tabac provoquent les colorations dentaires. pH acide de méthadone associé à déséquilibre alimentaire, provoque érosion de l'émail. Le cannabis, il a un effet vasodilatateur, des acides, il déclenche les pulpites. Pardon ? C'est fini ? Hein ? Sans être... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? Attends, je me suis un petit peu étalée. Voilà, ok. Donc, j'ai... Excusez-moi. Non, j'ai du mal. Donc, je vais dire que l'accès des soins à ces publics est très compliqué. Ils ont, qui par leur difficulté à avoir une couverture sociale, comportement qui inquiète les praticiens. Les patients qui viennent pour les soins en urgence ont du mal à respecter les rendez-vous sans motivation ni assiduité. J'ai mis une action des préventions d'accompagnement aux soins bucco-dentaires. Et je rencontre ces patients dans le cadre de l'accueil collectif au CARUD, à l'unité de substitution, présente action aux partenaires qui travaillent avec le public précaire. Et donc, ensuite, je propose les ateliers collectifs et
Et suite à ces ateliers, je repère les patients qui ont besoin des rendez-vous individuels. Et je les accompagne vers les soins en passant par régularisation leur droit à la sécurité sociale qui prend beaucoup de temps. Donc j'exerce un rôle de médiateur entre les chirurgiens dentistes et les patients afin d'assurer la bonne continuité des soins jusqu'à réhabilitation esthétique et prothétique. Voilà. Bon, j'ai pas tout dit. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, pour l'intervention de chacun. Alors je vais, avant de passer la parole à la salle, peut-être poser une question qui est assez générale et qui va toucher tout le monde. C'est vrai que pour améliorer un peu les parcours de santé, on a parlé de la démographie professionnelle, c'est une chose. Éventuellement des assistantes dentaires de niveau 2 pour la prévention notamment, c'est bien. Et après, quand on se dirige vers, là on a eu plusieurs témoignages et exemples de patients à besoins spécifiques, qui soient en situation de handicap, addicts, précaires, et à l'image de ce qui a été dit un petit peu plus tôt sur la population pédiatrique. On est de plus en plus dans un système hospitalier qui est contraint, et c'est vrai que la réponse hospitalière a ses limites aussi. Il y a une forme de désengagement, même si c'est minime, je ne veux pas non plus m'attirer les foudres de la profession, mais de certains libéraux, malgré, on en a parlé parfois, la revalorisation de certains actes. Quelles seraient les pistes pour développer les soins spécifiques en ville par des structures, par les libéraux, par des structures associatives ou autres? Et puis, dans un second temps, donc c'est une longue question, hein. Dans un second temps, on est tous d'accord sur les besoins. Alors, c'est vrai que peut-être c'est à différents niveaux dans les régions, mais globalement, les différences ne sont pas si marquées que ça. Il existe des structures, il existe des actions isolées. On a parlé, c'était le docteur Constance, du fait de communiquer, de faire de la pédagogie, d'éduquer sur les besoins, mais comment se coordonner finalement pour qu'on ait vraiment un message qui soit uni de toutes les structures, et à qui revient de faire ce message? Est-ce que c'est à l'ordre? Est-ce que c'est aux URPS? Est-ce que c'est plutôt national? Est-ce que c'est plutôt territorial? Voilà, donc c'est la question très large que je peux poser à tout le monde en fait. J'en profite. Donc, non, en fait, la question est très importante parce qu'on a exactement le même problème. Ça veut dire que lorsque l'on parle des soins spécifiques, tout de suite, on va demander, mais qui veut s'en occuper concrètement? Et là, on a cette barrière parce que, pas formé, c'est une certaine chose, mais c'est surtout parce que c'est aussi à nous de rendre ce travail, comment dirais-je, je suis désolé pour le terme, mais un peu sexy. Ça veut dire que quand on fait de l'implanto, c'est sexy. Quand on fait des choses comme ça, c'est sexy, mais le soin spécifique, non. Alors que concrètement, sur le terrain, j'ai affaire à la crème de la chirurgie de la dentisterie. Ils font des implants, ils peuvent faire beaucoup de soins, pratico-pratiques, ils font du soin. Enfin, il y a des super pôles qui s'ouvrent. Là, on a le représentant du centre de Thionville, par exemple, qui est là. Ils font des soins magnifiques. Et c'est là comment l'URPS, comment le Conseil de l'Ordre, comment l'ARS aussi peut mettre en avant ces fonctionnements pour dire, regardez ce que font, voilà, le métier de dentiste, que ça peut vouloir dire, en fait. Et après, parce que le soin spécifique, c'est quelque chose, mais quand on y arrive sur le soin spécifique, on y arrive sur la population. En fait, c'est quelque chose qui peut aller de pair. On ne peut pas compter que sur les bonnes âmes, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, parce que moi, l'URPS, là, ils mettent le pied, la main à la pâte, surtout sur la communication, mais voilà, c'est... Alors, moi, je pense que, encore une fois, je reviens un petit peu sur le problème démographique, et avant de parler du soin spécifique, on peut parler du soin tout court. Je vais parler de mon propre exemple. J'exerce à Vitry-le-François, donc au sud de la Marne. On est une zone qui devient extrêmement tendue. Aujourd'hui, moi, j'ai 5 mois de délai dans mes rendez-vous, et je refuse à peu près, j'ai une trentaine d'appels tous les jours pour des urgences. Techniquement, c'est déjà extrêmement compliqué. Maintenant, si on veut parler du problème du soin spécifique, là, la problématique, c'est aussi une problématique de plateau technique.
Quand on a un patient autiste, quand on a des enfants difficiles, quand on a des patients handicapés, je dirais lourds, il faut souvent faire les soins sous méopa. Effectivement, on a assez peu de praticiens qui sont équipés en méopa. Moi, à ma connaissance, dans la Marne, on doit en avoir 2. Donc là, effectivement, il y a un vrai problème de capacité d'accueil de ces patients-là. Alors maintenant, moi, je suis tout à fait ouvert pour que, au sein de l'URPS, on travaille un petit peu sur cette problématique. Maintenant, reste à savoir qui va se coller, je dirais, aux formations pour travailler sur Méopa ou des choses comme ça. Parce qu'après, il faudra quand même des bonnes âmes à un moment ou à un autre pour les faire. Après, sur les formations, c'est là où une association comme ça, c'est pratique. C'est qu'on peut vous donner justement les adresses des personnes qui font ces formations partout et les organiser. Même au sein des URPS, parfois, vous avez des locaux qui permettent de faire des formations et de former. En fait, oui, je comprends. De toute façon, on aura toujours une bonne excuse pour ne pas faire. Je dis pas ça pour vous en particulier. Je vous parlais, enfin bref. Personnellement, j'ai travaillé, avant d'arriver sur les soins spécifiques et l'odontologie, j'ai travaillé en EHPAD. Donc, je suis aussi un soignant et je me suis occupé après de la direction pour un super groupe qui s'appelle Corian. Je ne vais pas faire la pub. Il faut peut-être que j'en nomme 2 autres pour que ça passe bien. C'est pas pour dire jeter la pierre à ce type de structure. C'est justement pour dire la difficulté que l'on va avoir en tant que soignant de prendre en charge quand on se retrouve tout seul. En fait, quand on se retrouve face à un manque de formation, certes, manque de formation, on peut en parler à la fac. Tous les doyens de la fac ont signé la charte Romain Jacob, ça date de 2011, je suppose, donc ça fait déjà un petit moment, où il était prévu que les soins spécifiques rentrent à partir du cursus initial de toutes les facs de France, et tous les doyens l'ont signé. Et ça peut être fait, sûrement, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que à la faculté d'odontologie parisienne, c'est un peu compliqué de faire rentrer ça dans un cursus initial de manière continue. Et c'est pas parce que c'est un manque de volonté, c'est juste parce que, comme vous dites aussi, c'est un manque de moyens. Les études dentaires sont déjà compliquées, ça prend déjà beaucoup d'années. Parfois, ils n'ont pas les profs pour, parfois, etc., etc. Voilà, les excuses, on va les énumérer aussi. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas commencer. En fait, au bout d'un moment, essayer de se dire, voilà, je mets les pieds dans le plat, je suis désolé, je suis un peu trop rapide peut-être, ou trop impatient, mais voilà, c'est pour dire aussi, si on se retrouve dans une situation où pénurie de dentistes, certes pénurie dans la santé en général, soit aujourd'hui les métiers de la santé, on est tous en pénurie, ça devient plus du tout intéressant pour un enfant qui dit plus j'ai envie de devenir médecin ou il veut devenir commercial ou il veut devenir influenceur, c'est encore mieux. Donc, mais c'est là où justement nous avons un rôle de remettre au centre le métier de la santé et le métier dentaire, qui est très important parce qu'à chaque fois, tout ce qui va en découler va faire qu'empirer la chose. Les soins spécifiques, on arrive en général trop tard. Donc, voilà, c'est tous ces efforts qui doivent être faits, mais par tout le monde. Donc, à l'URPS, voilà, je prends mon cas à l'URPS, donc moi c'est Rapsodif avec l'URPS Île-de-France avec le docteur Thomas McDonald, voilà, qui s'est engagé, qui a dit ok d'accord, on prend en charge, donc il nous finance déjà, c'est déjà une bonne aide de la part de l'URPS de faire tourner la coordination de soins, et aussi ils nous aident en nous accueillant dans leurs locaux pour les formations homéopa. C'est-à-dire que tous les libéraux qui font de la formation homéopa sur Paris ont en même temps la formation prise en soin du handicap. Donc, c'est pour le cabinet libéral, c'est une formation qui est courte, donc c'est plutôt de la sensibilisation que de la formation. Je veux être bien clair sur les mots. Mais c'est déjà une approche pour que les personnes qui sont formées homéopa se disent « Ah ouais, c'est faisable. Oui, c'est possible. En fait, je peux le faire. » Parce que, encore une fois, on revient sur des chiffres. Moi, j'ai 12 000 usagers sur notre réseau. Et 80% des personnes sont soignées comme tout le monde. Ça veut dire qu'ils ont eu des refus de prise en charge alors qu'ils ne prennent pas plus de temps que les autres.
Après, pour les autres, on varie sur des stades. Ça veut dire qu'en stade 2, on a besoin du méopa et en stade 3, on a besoin de l'anesthésie générale. Et ça, on ne pourra pas y couper. Je veux dire, voilà. Après, il faut aussi réguler là-dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment arriver à travailler avec vos acteurs locaux pour arriver à se dire, OK, on essaie de faire un maillage. Et les chirurgiens dentistes, vous allez prendre aussi votre part, que ce soit les libéraux, les hospitaliers, justement pour les différents paliers de soins. Et oui, après, on ne va pas soigner tout le monde tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais en 5 ans, en 6 ans, on peut former de nouveaux dentistes qui seront prêts. J'avais dit l'inverse. Voilà. Donc voilà. Non mais on peut. Enfin, je connais très bien Thomas de l'URPS Île-de-France. On peut tout à fait effectivement travailler sur ce sujet. Hein. Ça c'est pas du tout un problème. Merci pour vos réponses. En effet, il est question d'efforts, de formation. Alors, je sais que pour avoir des collègues universitaires aussi dans la salle, la formation, elle est là, hein, sur les patients à besoins spécifiques. Et d'ailleurs, ça c'est à titre personnel, quand j'en parle, je finis mon enseignement avec il convient au moins d'essayer. De ne pas dire non tout de suite, c'est la moindre des choses, d'au moins essayer d'apporter ces soins à ces patients qui ont des besoins spécifiques. Et après, ça passe effectivement, ça a été dit de part et d'autre, par, je pense le mot-clé, c'est l'attractivité de ces soins, et peut-être aussi, à titre personnel pour chaque praticien, une prise de conscience peut-être un peu éthique, personnelle, bien sûr, quand on a les moyens de le faire. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus ou s'il y a des questions dans la salle. Merci Fabien. Oui, convaincre nos étudiants que ce sont de futurs acteurs de santé publique à part entière. Enjeu majeur, je ne l'avais pas dit ce matin, c'est l'occasion. L'attractivité. À un moment donné, je crois aussi que la prise en charge sur un temps donné de tous les patients que vous avez évoqués, c'est, j'espère, pour un certain nombre de collègues, de futurs collègues, un facteur de motivation pour lutter contre l'épuisement professionnel qui est une réalité chez nous et trouver un épanouissement. Ça ne concernera pas tout le monde, mais si ça en concerne certains, ce sera déjà sauvé. Parenthèse, avant de poser ma question, parenthèse, c'est quand même aussi, là, il faut qu'on mea culpa général, c'est l'échec de la filière MBD, à mon sens. Je suis un peu sévère, mais la filière internat médecine bucco-dentaire qui était prévue quand même en grande partie pour la prise en charge des patients à besoins spécifiques se retrouve complètement dévoyée. J'espère qu'avec la R3C, on va remettre ça au goût du jour et en reparler très sérieusement. Et puis enfin, ma question, quitte à paraître un peu jacobin, réflexion quasi ordinale. Toutes les initiatives qui sont présentées sont intéressantes, sont passionnantes, mais sont locales. Et j'ai quand même en tête de nombreux travaux de recherche en éthique médicale dans le monde médical qui, depuis 30 ans, ont mis le doigt sur les différences justement de chances dans la prise en charge selon si le patient, alors ça a commencé par les grandes questions de début de fin de vie, mais pourquoi on serait traité différemment à Brest, Marseille, Strasbourg et Bordeaux pour prendre les quatre coins de l'Hexagone, qui en a 6. La réponse ordinale. Peut-être avant, je vais rajouter un petit point de plus sur ce que vient de dire Olivier, c'est comment on fait que les politiques régionales de territoire soient néanmoins des politiques nationales. Alors oui, justement, merci pour cette remarque intermédiaire qui va dans le sens de ce que j'allais dire. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les initiatives qui sont décrites et qui fonctionnent effectivement sont régionales. Parfois, elles ont fait des petits dans d'autres régions, donc elles sont sur plusieurs régions. Je pense au réseau Andidan, par exemple, qui travaille bien. J'ai l'exemple en Alsace où effectivement ils prennent en charge des patients avec des handicaps parfois lourds. Ils se sont dotés d'un centre, d'un bloc avec ils pratiquent des anesthésies générales sans intuber. Donc ça permet effectivement, voilà, ce genre de choses. C'est ce que je disais. À partir du moment où il y a pardon.
Oui, pardon, je rapporte ce que moi j'en connais, pardon hein, si je ne suis pas suffisamment précise. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce genre d'initiative, la vocation, ça serait d'en faire une expérience, une pépinière, et effectivement, de manière à ce que ce soit généralisé au niveau national. Géraldine Rosé est partie, mais on prend le cas de la campagne anti-bio Est qu'elle vous a présentée par exemple, hein, on sort du handicap, mais cette campagne, après avoir été testée dans le Grand Est, va être déjà généralisée au niveau national. On prend le cas de la régulation des urgences dentaires. Il y a une expérimentation pilote sur 26 départements. Ça va être généralisé au niveau national. Ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie qui vient du local, de la région, où les choses à mettre en place sont parfois plus, c'est plus accessible, même si c'est au prix de nombreux efforts. Ça peut servir d'exemple après. Enfin, voilà, c'est ne pas attendre forcément que ça vienne d'en haut en descendant, mais plutôt ne pas hésiter à mouiller sa chemise et aller proposer des choses en disant écoutez, regardez un peu ce qu'on a fait, sans s'enorgueillir, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais peut-être que ce serait intelligent de rapporter ce système-là, voilà, parce que des réseaux comme celui que vous avez, etc., certes bénéficient de financement, mais qui sont quand même assez faibles. Et quand il s'agit faibles par rapport, ne permettent pas un déploiement sur plus de départements, par exemple. Donc, c'est là où, effectivement, on sort de la territorialité, où il faut des choses un peu plus générales. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Moi aussi, je voulais dire, quand j'ai commencé mon action, en arrivant en centre d'addictologie, on m'a dit... c'est des publics précaires, toxicomanes, ils ont d'autres préoccupations, ils ont besoin de logement, ils ont besoin faire d'autres soins plus urgents. Et donc, je me suis toujours battue, je continue à me battre. Et au début, c'était difficile. Il fallait toujours prouver quelque chose. Mais vous voyez, j'ai commencé en 2000, on est en 2022. Je suis toujours là et je continue à me battre. Et c'est raison de ma profession intérieure. C'était raison de... c'était aussi ma passion. Donc, du coup, je continue à faire donc, je suis convaincue. Même dans un autre cadre, j'ai travaillé, comme dit monsieur, avec les publics avec handicap, je ferai la même chose. J'ai inventé quelque chose qui pourra servir à ces publics. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, je suis Sylvie Lallemand, je suis directrice de Corrillan Maison des Aulnes à Sainte-Marguerite dans les Vosges. Je voudrais remercier Céline Clément qui nous a invités à participer aujourd'hui aux 22e journées de santé publique parce qu'effectivement, notre volonté à nous, c'est vraiment de se préoccuper de la santé bucco-dentaire de nos résidents. C'est important pour éviter la dénutrition et toutes les maladies que ça peut apporter quand on n'a pas de soins dentaires. On a répondu à un appel à projet effectivement sur la prévention de la perte d'autonomie, dans lequel il y a deux volets. Il y a un aspect bucco-dentaire et puis un aspect trouble de la déglutition. Et effectivement, avec Céline, nous avons réalisé un diagnostic, un premier diagnostic de nos résidents. Bon, le but, c'est pas qu'on s'en arrête là. Effectivement, on a mis un chariot bucco-dentaire. Et si vous voulez, si vous avez encore un petit peu de temps avant de prendre votre train ou votre voiture, vous pouvez venir voir le travail des soignants et voir comment elles nettoient les prothèses dentaires à l'aide du chariot bucco-dentaire. Elles vous expliqueront tout ça. Mais notre projet, il n'aura pas de sens si on ne trouve pas un dentiste pour maintenant assurer le suivi de nos résidents. Alors, je fais appel à vous dans la salle parce que je suppose qu'il y a plein de dentistes, que vous avez un réseau aussi. Et on recherche, je prends mon bâton de pèlerin pour aller vers les cabinets dentaires, notamment celui qui est le plus proche de nous. Mais malheureusement, je n'arrive pas à obtenir effectivement une collaboration avec les dentistes pour venir assurer un suivi
ou qu'on puisse assurer un suivi de nos résidents dans la maison de retraite. Alors je sais que ce n'est pas sexy, les soins dentaires peut-être chez la personne âgée. Je vais reprendre votre mot de sexy. Voilà, mais j'en appelle à vous parce que je pense que je peux avoir votre aide pour que notre projet ait tout son sens et puis qu'on puisse trouver un dentiste qui vienne et qui puisse assurer le suivi de nos résidents. D'autant que, en plus, on a une distinction dans notre EHPAD, une distinction Goemio, donc une qualité de la restauration et de l'hôtellerie. Les résidents sont servis au restaurant tous les jours à midi et soir, comme au restaurant, exactement comme au restaurant, avec présentation sur assiette, des entrées, des plats, des desserts, du fromage. Ils choisissent sur leur plateau de fromage. Donc voilà, c'est bien d'avoir cette distinction, mais encore une fois, si les résidents n'ont pas une bonne santé bucco-dentaire, quel sens ça peut avoir tout ça? Donc je fais appel à vous pour espérer trouver un dentiste qui veuille bien nous aider à donner du sens à notre projet et à ce qu'on puisse obtenir le résultat attendu. Voilà. Je vais me permettre de rebondir sur ce que vous dites, madame, parce que je voulais vous parler un peu de rebondir ce que vous, monsieur Ngouma, puisque j'ai beaucoup bossé avec SOS. Et je vais juste vous raconter comment ça s'est passé au niveau des négos conventionnels pour le YYY 183. Si on en est arrivé à pouvoir utiliser la grille APEX, parce que c'est Éric Magnier, en fait, c'est SOS qui l'a proposé à Nicolas Revel. Et c'était une bonne idée, même s'il y a des contraintes de logistique pour remplir le papier, machin, etc. Mais c'est vraiment parce que je connaissais Éric et qu'on disait la même chose dans les deux oreilles de Revel à des moments différents, qu'on est arrivé à passer du stade où ils étaient partis sur un texte qui disait le handicap lourd. Et je dis ouais, d'accord, mais c'est quoi le handicap lourd? À cette définition de la pertinence de la prise en charge. Et ce qui nous manque, et on va bientôt repasser prochainement dans des nouvelles négociations conventionnelles, puisque c'est tous les 5 ans. Et en fait, pour la perte d'autonomie, nous, ce qui nous a manqué, c'est les personnes âgées, en fait, justement, en perte d'autonomie. Parce que la problématique est la même que pour les personnes en situation de handicap. Il y a le problème du déplacement, etc. Et donc, et c'est là où toute l'interaction entre le médico-social, c'est-à-dire vous pouvez aussi passer des messages aux politiques, à l'UNCAM, pour dire qu'on en a besoin et que nous, ce qu'on demande, c'est pas juste pour gagner des sous, mais qu'il y a un vrai besoin de soins et un besoin d'outils plus particuliers et surtout de temps, parce que c'est ce qui nous manque, c'est du temps en fait quand on doit soigner des personnes avec des besoins spécifiques. Et un point aussi qu'on doit retravailler pour le handicap en prévision et qui nous a manqué, c'est la première consultation. La consultation de désensibilisation, c'est la séance essentielle pour créer la relation et pour pouvoir soigner simplement au cabinet sans devoir passer par les usos. Donc, ce travail de coordination, il est hyper important et c'est vrai que de faire connaissance, de se connaître et de discuter en amont pour pouvoir dire les mêmes choses, on est hyper plus percutant. Et je vous rappelle juste encore une fois, puisque c'est mon job tous les ans quand je viens, de replacer le professionnel de santé libérale comme acteur de santé publique, c'est que c'est nous les libéraux qui allons négocier avec l'UNCAM. D'accord ? Donc quand il y a des évolutions dans la convention, désolé, il faut passer par le libéral. Et alors, peut-être qu'on n'aura pas le temps pour une question, mais un commentaire, oui. Je voulais juste répondre à madame de l'EHPAD de Sainte-Marguerite. Je suis chef de service en odonto à Épinal. Donc, j'ai pas de solution. On est noyé de travail. Je me suis jamais déplacée à Sainte-Marguerite parce que ma vocation et mon cœur de métier, c'est le handicap et que le patient âgé, quand on met le doigt dans ce besoin de soins-là, je crois que je me ferai engloutir toute crue. Mais je passe vous voir après. Merci. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. C'est bien de faire ça dans le décentralisé dans les territoires parce qu'on est tout de suite dans le concret et dans la mise en relation des gens. Donc, merci à tous les intervenants et merci à tous ceux qui ont posé des questions pour d'avoir enrichi ce débat. Et j'espère que vous avez tous pris plaisir à cette table ronde.